Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Merci d'être l'invité politique de France Info Télé ce soir, président LR de la région Hauts-de-France et de plus en plus candidat à l'élection présidentielle de 2027. On peut vous qualifier, je me suis posé la question en préparant l'émission, on peut vous qualifier de candidat à l'élection présidentielle Je m'y prépare à cette élection, bien sûr. Vous y préparez, vous le dites. Dans ce livre, rien n'est jamais écrit que vous publiez aux éditions Robert Laffont, puisque le livre, c'est un passage obligé, n'est-ce pas, pour tout candidat à l'élection suprême. On va parler du livre. Passage obligé, je l'aurais écrit déjà depuis quelques années. Ouais. Là, j'ai décidé de le... Vous avez un peu lambiné, oui. Oui, parce que je pense que le moment était venu. Et puis surtout, ça permet de répondre à la question pourquoi. Les gens me disent, pourquoi tu parles autant des classes moyennes ? Parce que j'en suis issu. Pourquoi tu parles autant de l'importance de la politique ? Parce qu'elle peut changer les choses. Et c'est vrai qu'il y avait eu différents ouvrages auxquels je n'avais pas collaboré sur moi. Mais là, le moment était venu. C'était à la fois une rencontre, Catherine Ivanichenko, Thierry Billard, mon éditeur, qui ont su me convaincre qu'au final, j'avais aussi des choses à dire. Vous savez tout. Eh ben, pas tout encore. Vous êtes avec nous jusqu'à 20h. On a un certain nombre de questions à vous poser. Mais on accueille, comme tous les soirs à cette heure-là, un représentant de notre équipe du Vrai ou Faux. Et ce soir, c'est vous, Léa Soulevitz. Bonsoir, Léa. Bonsoir. Le gouvernement, comme chacun le sait, est à la recherche d'économies. Et ce matin, Roland Lescure était interrogé sur la piste des ruptures conventionnelles, un dispositif qui coûte cher, selon le ministre, et qui serait utilisé par des salariés pour partir à la retraite plus tôt. Moi, j'ai 59 ans. Autour de moi, je vois des amis qui négocient des ruptures conventionnelles qui, en fait, correspondent à des pré-retraites déguisées. Alors, est-ce que c'est vrai, Léa, ce que dit Roland Lescure, une rupture conventionnelle, ça cache ou ça peut cacher des retraites déguisées ? Alors, d'abord, on va un peu réexpliquer ce qu'est donc une rupture conventionnelle. Donc, on le rappelle, en gros, c'est une rupture à l'amiable entre un employeur et un salarié. Et sur le papier, c'est plutôt gagnant-gagnant, hein. Le salarié, il peut toucher le chômage, ça lui ouvre des droits en attendant de retrouver un emploi, contrairement à une démission. Et puis, pour l'employeur, ça évite d'avoir un licenciement qui soit contesté au prud'homme. Maintenant, ce que sous-entend le ministre Roland Lescure, c'est que des actifs seniors ils profiteraient de ces ruptures conventionnelles pour partir avant la retraite et toucher le chômage donc tranquillement en attendant d'être retraité. Et de son côté, l'employeur n'aurait pas à rémunérer du coup ces personnes en fin de carrière dont les revenus sont en général un peu plus élevés. Et alors, c'est vrai ? Alors, l'Institut des politiques publiques a observé que depuis sa mise en place, je cite, 12% des licenciements pour motifs personnels ont été remplacés par des ruptures conventionnelles. Donc 12%, ça c'est le chiffre en moyenne, c'est pas beaucoup. Maintenant, si on regarde précisément ceux qui approchent de la retraite, là, on a un taux de conversion beaucoup plus élevé. Ce recours à la rupture conventionnelle plutôt qu'au licenciement, il est 3 fois plus fréquent. Vous le voyez, ça passe de 12 à 37% des cas. Et après, effectivement, si ces personnes en fin de carrière, elles restent au chômage jusqu'à la retraite, alors là, oui, ça peut devenir, comme le dit Roland Lescure, des pré-retraites déguisées. Et donc, cette prévalence x3, ça laisse penser un petit peu que cette solution, elle arrange tout le monde, autant les salariés que les employeurs. Sauf que derrière, c'est l'assurance chômage qui paye. Est-ce que ça représente la majorité des ruptures conventionnelles ? Alors non. En fait, si on regarde l'âge de tous les allocataires qui ont fait une rupture conventionnelle, ce phénomène de pré-retraite déguisée, il existe. On le voit en haut autour des 60 ans. Mais il n'est pas majoritaire. La majorité, vous la voyez plutôt en orange. C'est autour de 30-35 ans. Donc c'est plutôt des personnes qui sont en milieu de carrière et donc qui ne sont pas en pré-retraite. Puisqu'il coûte cher à l'assurance chômage, donc c'est non seulement que ce sont des gens en milieu de carrière, mais aussi que ce sont plutôt des cadres. Parce que chez les cadres, on a 19% de ruptures conventionnelles, contre seulement 11% pour les ouvriers et employés. Et comme les rémunérations, elles sont en moyenne plus élevées chez les cadres, forcément, mécaniquement, ça coûte plus cher. Donc, pour résumer, c'est vrai que la rupture conventionnelle, c'est un coût conséquent pour l'assurance chômage, un quart du montant des allocations. Mais même si les retraites déguisées dont parle Roland Lescure, elles existent, c'est pas la source principale de dépenses. Merci beaucoup, Léa Soulevitz. Et rendez-vous comme chaque samedi à midi pour Vrai Faux, l'émission sur France Info TV. Xavier Bertrand, vous voulez réagir ? Est-ce qu'il faut limiter les ruptures conventionnelles ? Est-ce que ça nous coûte trop cher ? Je peux faire un retour en arrière ? 2008, quand vous avez... Exactement, c'est moi qui fais voter le dispositif des ruptures conventionnelles après une négociation entre les partenaires sociaux. Et à l'époque, l'enjeu, c'était simple, c'est qu'il fallait instaurer une troisième voie entre le licenciement et la démission pour déjudiciariser, c'est-à-dire qu'on trouve une solution pour éviter le Conseil des prud'hommes. Bien. La seule chose, c'est qu'au fil du temps, ça fait donc 2008, 2025, ouais, ça mériterait quand même aujourd'hui d'évoluer quand même. Parce que Il y a eu des abus ?
La rupture conventionnelle a beaucoup remplacé la démission. Vous avez beaucoup moins de démissions parce qu'il y a des ruptures conventionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, ça vaudrait la peine. Alors, on peut très bien dire les politiques vont s'en mêler. Tiens, ici, on demandait aux partenaires... de demander de renégocier aux partenaires sociaux de renégocier en leur faisant confiance, plutôt que de partir avec des anathèmes, des idées reçues ou des contre-vérités. On leur dit, voilà, ça a 17 ans. C'est bien au bout de 17 ans de se poser la question comment ça doit évoluer, parce que les choses ne sont jamais figées dans le marbre. Et moi, je pense qu'aujourd'hui... Quand on voit la façon dont certains politiques s'occupent mal des dossiers, on peut peut-être faire confiance à nouveau aux partenaires sociaux dans bien des domaines. Il y a celui-là, il y a les retraites. Surtout qu'il s'agirait, une des pistes qui est évoquée, c'est de mettre l'indemnisation, non pas, je crois qu'actuellement c'est au bout de 150 jours ou 101 jours, mais de la repousser un petit peu. C'est-à-dire que si on part, on a droit au chômage, mais pas tout de suite. Pour ne rien vous cacher, ne me cachez rien. Pour ne rien vous cacher, quand il y a cette négociation, je me rappelle, je suis en train de visiter une agence ANPE, Pôle emploi, avant France Travail à l'époque, et on me donne le résultat de la négociation. Et on m'indique qu'il y a donc le droit au chômage, mais assez rapidement. Et je leur dis, mais vous avez négocié cela comme ça? On me dit, oui, c'était la seule façon de convenir d'un accord. Et à l'Assemblée nationale, j'avais repris ce qu'avaient dit les partenaires sociaux, mais j'avais indiqué quand même que j'étais assez surpris que les conditions d'accès à l'assurance chômage soient exactement celles-ci. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas casser, il ne faut pas faire disparaître, mais de dire aux partenaires sociaux, et 17 ans après, vous en rediscutez et on reprend alors, la loi. Vous avez été ministre de la Santé, Xavier Bertrand, vous avez été ministre du Travail, vous êtes aujourd'hui donc président LR de la région Hauts-de-France, candidat à l'élection présidentielle, et vous expliquez pourquoi dans ce livre, rien n'est jamais écrit aux éditions Robert Laffont. On a plein de sujets évidemment à évoquer avec vous. Une réaction à l'une des actualités de la journée, c'est Nicolas Sarkozy qui est sorti de prison. Vous avez été porte-parole de sa campagne en 2007, vous avez été son ministre, vous avez été très proche de lui, et puis à un moment, vous le racontez dans le livre, vous avez un peu pris vos distances, pris votre envol. Où en êtes-vous aujourd'hui avec lui? Et peut-être d'abord pour commencer, comment vous réagissez à sa libération? Je pense à lui surtout. Parce qu'il a retrouvé cet après-midi les siens, il va dormir chez lui, il va être entouré des siens. Et c'est une épreuve terrible qu'il a connue. Et aujourd'hui, cette épreuve a pris fin. Et il va pouvoir aussi, comme l'a indiqué son avocat tout à l'heure, préparer sa défense pour l'appel qui va avoir lieu d'ici le mois de mars, si je ne me trompe pas. 15 mars, je crois. Le fait qu'il n'ait pas le droit de rencontrer Gérald Darmanin, vous trouvez que c'est une baroquerie? Je sais pas si le mot existe. Écoutez, quelque chose d'étrange ou c'est une façon de se venger, enfin, non pas de se venger, mais de marquer le coup pour... Le ministre de la Justice qui lui avait rendu visite en prison. Et qui avait annoncé qu'il continuerait à le voir s'il restait en prison. J'ai un principe. Vous n'êtes pas contre les décisions de justice? Les décisions de justice. Non, attendez. Pardon. Même quand elles me sont défavorables, je ne les ai jamais remises en cause. Donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. J'ai un avis personnel. Mais il ne va pas venir alimenter le débat public. Il y en a suffisamment qui ne se gênent pas pour alimenter le débat public, je les laisse faire. La prison, c'est dur, c'est éreintant. Il a parlé d'un cauchemar quand il a pris la parole ce matin à l'audience. Cette expérience l'a changé, selon vous? Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas encore parlé avec lui, mais attendez, ce n'est pas une épreuve anodine. Hein. Au-delà même de Nicolas Sarkozy, parce qu'il l'a dit, il n'a pas voulu de traitement de faveur, mais quand même, on voit bien ce que cela représente. Il a passé 21 jours, justement, en prison. Et puis bon, encore une fois, c'est quand même une épreuve. Même ceux qui ne l'apprécient pas, un peu d'humanité, quoi. C'est aussi ça qu'on leur demande. Venons-en à l'actualité. Vous expliquez un petit peu les va-et-vient entre Emmanuel Macron, Alexis Kohler, qui ne voulait pas de vous quand il était secrétaire général de l'Élysée. Ah, vous parlez de l'été dernier? Voilà, je parle de l'été dernier. Après la dissolution. Mais je vous dis, je vais atterrir sur aujourd'hui. Quand on voit le vote qu'a obtenu Sébastien Lecornu l'autre jour, quand on voit que certains macronistes ont dit que c'était enfin le clan de la raison qui l'avait emporté, c'est-à-dire en gros, même si ça s'est joué à une dizaine de voix près, le volet recette du PLFSS a été adopté. Est-ce que vous vous dites, bien joué, ça, il a réussi finalement, sans hystérie, à négocier des choses, chacun y a gagné ou perdu, ou alors vous vous dites, c'est n'importe quoi ce budget? Non, je ne vais pas vous dire que c'est n'importe quoi ce budget. Je pense qu'il y a un certain nombre d'absurdités fiscales, je vais rester poli ce soir, qu'il y a dans ce budget. Je pense que le Sénat, et on va voir aussi l'importance du Sénat, va permettre de rétablir les choses. Mais moi, je préfère qu'il y ait un budget à la fin de l'année, plutôt que LFI et le RN qui ne souhaitent qu'une chose, pas de budget, un gouvernement Lecornu qui tombe, une dissolution, la démission du président. Voilà, eux, ce qu'ils ont en tête. Voilà. Ce sont deux complices. Le RN et LFI. Mais pour tous les autres... LFI est l'idiot utile du Rassemblement national. Évidemment. Et vous semblez mettre le danger plus du côté du RN que de LFI. Les deux.
Les deux extrêmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de leur posture sur la question du budget, eux, l'intérêt de la France, qu'on ait un budget, c'est pas leur problème. Eux, ils veulent qu'il y ait une crise politique plus grave encore pour en profiter. Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen qui ont en tête l'horloge. Le temps presse pour eux deux, donc ils veulent précipiter une crise politique. Non, je vais jusqu'au bout du raisonnement. Il y a quand même un sujet dans ce budget, il y a quand même trop d'impôts et il n'y a pas assez de baisse des dépenses. Il faut qu'on se guérisse de cette maladie politique. Un problème, un impôt. Une difficulté, une taxe. Les Français aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est le consentement à l'impôt. Il faut qu'on fasse très attention à cela parce que c'est l'un des fondements de la démocratie. Vous préférez un mauvais budget voté par les députés, un mauvais budget de votre point de vue évidemment, voté par les députés, ou un meilleur budget qui serait adopté par le gouvernement par 49.3 ou par ordonnance? Je souhaite qu'il y ait un budget. Je fais des propositions. Je l'ai fait à différents moments, notamment pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Plutôt que de faire payer les Français, plutôt que d'avoir en ligne de mire la médecine libérale, il y a d'autres solutions. Et l'autre solution, vous prenez notamment ce que propose l'Institut pour la santé, professeur Bizarre, qui propose 10 milliards d'euros d'économies, de dépenses en moins, sans casser le système. Et il propose même que 3 milliards d'euros soient réinjectés dans le système pour l'améliorer. Et notamment en prenant la question des médicaments. Vous avez la Cour des comptes, pas n'importe qui, la Cour des comptes dit qu'il y a 1,5 milliard d'euros de médicaments qui sont jetés chaque année. Et vous avez ensuite une autre facture, le président de la Mutualité en parle, notamment sur les actes médicaux qui sont faits en double ou en triple. Là, vous avez des sujets sur lesquels, clairement, vous ne touchez pas au porte-monnaie des patients non plus, en n'augmentant pas non plus les taxes sur les mutuelles qui se répercutent sur les patients. Il y a mieux à faire, mais il y a un problème aujourd'hui. C'est que les budgets sont davantage préparés par les services, la technostructure, notamment de Bercy, et plus par les ministres, les politiques. Notamment, il y a une valse des ministres de la Santé depuis maintenant des années. Or, la vraie responsabilité, elle est politique. La responsabilité politique, elle ne se partage pas, elle ne se délègue pas, mais elle doit s'assumer. Vous avez l'air de dire que les choses sont faciles à faire et qu'en se concertant plus et en donnant aux bonnes personnes la possibilité de négocier, ça pourrait se régler. Vous donnez un exemple en disant, si j'arrivais en 2027, je réformerais le service minimum ou le droit de grève en considérant que ce qui a été fait, et vous en avez été chargé à l'époque, ça a été fait. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy s'était vanté en disant aujourd'hui, quand il y a grève, on ne s'en rend même plus compte. Et vous dites aujourd'hui... Donc quand il n'y a plus grève, il n'y a plus paralysie. Voilà. C'est déjà ça. Bon, est-ce que vous pensez, quand on voit aujourd'hui la grève des radiologues, parce que 80% des cabinets libéraux qui sont en grève, parce qu'il a été question éventuellement de toucher un mode de rémunération ou de dire qu'il y avait peut-être des actes de radiologique qui étaient en trop, est-ce que vous pensez que ce pays est facile à réformer ou que c'est juste une catastrophe? Vous avez l'air d'être confiant. Impossible n'est pas français et réformer n'est pas impossible. Attendez, je prends différents exemples. Le service minimum dans les transports, à l'époque, on disait ça va être compliqué, on l'a fait passer. L'interdiction de fumer dans les lieux publics, j'en parle dans ce livre, en expliquant notamment comment Jacques Chirac me soutient à 150%. Alors que c'était un gros fumeur. Oui, mais pour faire passer ce texte, avec notamment les anecdotes, quand il est dans les avions transatlantiques, comment il faisait pour quand même... Il bloque le système de sécurité. Exactement, c'est ce que je raconte. Enfin, ça, c'était Chirac, à la fois avec son humour, son humanité, mais aussi un vrai soutien sur les enjeux de santé publique. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. On a fait passer cette réforme avant la présidentielle. C'était facile? Non, ça a été possible. Mais pourquoi? Comment vous voyez le budget? Vous imaginez qu'on va pouvoir faire d'autres textes, là? Il y a une méthode pour le faire. Cette méthode, c'est de ne pas s'en remettre à ce que vous préparent les services. D'avoir des idées à vous, c'est de bosser et ensuite de pouvoir clairement trouver une voie de passage. Mais il y avait des majorités à l'Assemblée aussi. Non, attendez, sur l'interdiction de fumer dans le lieu public, si j'étais passé à l'Assemblée, ne vous inquiétez pas que j'allais certainement au tapis parce qu'il y aurait une conjonction... Oui, vous voulez gouverner par décret, par ordonnance? Non, pas seulement. Moi, je crois aussi au référendum. Il faut donner la parole aux Français. Mais on ne donne jamais la parole aux Français parce que depuis 20 ans, le référendum de 2005, tous ceux qui sont au pouvoir ont un peu peur de la réaction des Français. Et le Parlement, on lui retire le pouvoir? C'est pas bien de donner le pouvoir au Parlement? Écoutez, j'étais parlementaire pendant longtemps, mais il y a de la place pour des actions en dehors du Parlement. Et là, aujourd'hui, depuis la dissolution, vous n'avez pas de majorité stable au Parlement. Il y a des lois qui peuvent voter, mais il y a des décrets, des arrêtés qui permettent d'aller vite. Et puis, vous avez aussi le référendum. Moi, je ne suis pas partisan d'une dissolution, je ne suis pas partisan d'une crise, je ne suis pas partisan, même si je suis un opposant au président de la République, que l'on pousse Emmanuel Macron à démissionner. Ça n'a aucun sens de dire qu'un président élu ne pourrait pas aller au bout de son mandat. Ça créerait une instabilité à tous les niveaux, y compris pour les maires. Mais en revanche, avant la présidentielle, pour éviter l'immobilisme,
on demanderait l'avis aux Français sur un projet de loi référendaire avec plusieurs questions. Un texte porté par le Premier ministre. Porté par le Premier ministre. Et là, vous en avez un très clair sur l'organisation de ce pays. Notre pays est un pays formidable, mais il est 1000 fois trop centralisé. Réforme territoriale et décentralisée. Oui. Exactement. Où je propose, pour ma part, de diminuer de 40% le nombre d'élus départementaux et régionaux. Et c'est peut-être la classe politique régionale qui passera en grande partie à la trappe. Je suis prêt à le proposer et à nous l'imposer. Cette réforme-là, pour que les politiques la votent, c'est pas si simple. Les Français sont beaucoup plus réformateurs que ne l'est une partie de la classe politique. C'est un vrai thème de référendum. En attendant, le sujet de la semaine, Xavier Bertrand, ça sera la suspension de la réforme des retraites qui sera examinée par les députés mercredi. Est-ce que vous la voteriez, vous, cette suspension, sachant quand même, on rappelle aux plus jeunes d'entre nous qui nous regardent, qu'en tant que ministre du Travail, vous aviez fait passer l'âge légal de départ de 60 à 62 ans. Non, j'étais pas ministre en charge à l'époque, mais je l'ai soutenu. Vous l'avez soutenu? J'ai soutenu. Comme j'ai été aussi le rapporteur, si vous décidez de me rajeunir, vous pouvez me rajeunir davantage encore. En 2003, j'étais le rapporteur du texte sur les retraites. Et en 2013, et en fait, pourquoi c'est passé ? Et en 2013, vous avez dit, de toute façon, en 2025, on partira à la retraite à 65 ans. Et maintenant, vous dites, non, 64, c'est injuste. Non, attendez. Alors, dans tout ce que vous dites, je vais remettre les choses à leur place. Vous voteriez la suspension ou pas ? Je viens de vous le dire, oui. Parce que la réforme qui a été votée à l'époque, je l'avais indiqué, je ne l'aurais pas votée. La réforme qui avait été proposée par le gouvernement, je ne l'aurais pas votée. J'avais posé 3 conditions. Il n'y avait pas suffisamment sur un pied d'égalité régimes spéciaux et les autres régimes, parce qu'on ne touchait pas à l'âge de départ pour beaucoup de femmes qui est de 67 ans. C'est un scandale dont personne ne parle. Vous avez parlé tout à l'heure des inégalités salariales. Il faut parler de cette inégalité. Les femmes qui n'ont pas tout leur trimestre, elles partent à 67 ans et il n'y a personne qui en parle. Moi, j'ai toujours indiqué que dans une réforme, on devait leur permettre de partir plus tôt et surtout, je voulais que l'on prenne en considération maintenant la durée de cotisation. On fait un retour en arrière, 2003. Je suis beaucoup plus jeune. Je suis rapporteur du texte sur les retraites. Ce texte, à l'époque, et il n'est pas simple à faire passer. On met sur un pied d'égalité public-privé sur la durée de cotisation. Et elle passe, cette réforme, il y a des millions de personnes dans l'oreille, elle passe pour 2 raisons. Une raison de fond, une raison de forme. Le fond, il y a de la justice dans cette réforme. Les carrières longues. Nous permettons à ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, 15 ans, 16 ans de partir avant 60 ans. Et deuxièmement, il y a un accord avec la CFDT. On en revient aux partenaires sociaux dont parlait Nathalie Saint-Cric tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les partenaires sociaux sont d'accord pour engager une réforme, même s'il y a des efforts, parce qu'il y a de la justice, eh bien ça marche. C'est ça la clé du succès. Et à l'avenir, il vaut mieux prendre en considération la durée de cotisation que l'âge, parce que quand vous prenez en considération l'âge, vous pénalisez les catégories populaires et les classes moyennes. Alors, est-ce que ça veut dire que la philosophie d'une espèce de retraite à points, comme il était initialement prévu, c'est-à-dire en gros qu'on fasse non pas du sur-mesure, mais qu'on adapte à chacun la pénibilité de son travail, l'âge auquel il a commencé à travailler, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? C'est un peu ce que propose Gabriel Attal. C'est ce que je propose, moi, depuis maintenant des mois et des mois. Oui, non, mais c'est un sujet qui me passionne, les retraites. Je vais vous dire pourquoi. On est au cœur de ce qu'est l'esprit républicain. Parce qu'il y a de la fraternité, il y a une solidarité entre les générations. Alors, je vais vous dire, la retraite à points a une condition. Ça n'est pas Bercy qui fixe la valeur du point. Je sais que vous avez non, parce que dans ces cas-là, ils auront une calculette dans la tête. Vous voulez une garantie de justice et d'équité? Les partenaires sociaux devront donc gérer les retraites de base et pas seulement les retraites complémentaires. Ils font du bon boulot, ils savent compter, ils savent prendre leurs responsabilités. Au niveau des retraites complémentaires, eh bien, on fait la même chose pour les retraites de base. Et là, vous savez ce qu'il peut y avoir? De la confiance. Sans confiance, nous ne ferons pas redémarrer notre pays. D'actualité, Xavier Bertrand, les arrêts maladie, est-ce qu'il faut davantage les encadrer comme l'ont voté les députés hier soir? Oui, mais il faut aussi davantage contrôler. Et avec l'intelligence artificielle, plutôt que de contrôler grosso modo mal tout le monde, vous pouvez surtout vous intéresser à ceux qui prescrivent beaucoup plus. Vous devez cibler les arrêts de travail. Il faut davantage contrôler les médecins, c'est ça que vous dites? Et les deux, et aussi les patients. Et attention, les médecins, c'est pas parce que vous prescrivez davantage d'arrêts de travail que vous ne respectez pas les règles. Un médecin qui est notamment en zone urbaine et qui a dans sa patientèle beaucoup de gens en activité, il est normal qu'il y ait plus d'arrêts de travail qu'un médecin qui a plus de retraités dans sa patientèle. Sauf qu'avec l'intelligence artificielle, vous pouvez tout voir. Le problème en France, c'est que vous contrôlez tout le monde de la même façon, alors que vous avez la possibilité d'être efficace. Vous savez, d'adjoindre efficace
à politique, c'est pas impossible non plus. Alors, on est à 1 an et demi de l'élection présidentielle. J'imagine que vous tenez le calendrier comme nous, et le RN est plus que jamais en tête des intentions de vote. 35% pour Jordan Bardella dans les sondages. Certains le donnent même à 37%. Il est vraiment très loin devant les autres. Et alors, vous semblez ne pas le prendre au sérieux, puisque vous avez dit ce week-end, il est creux, il ne connaît rien à la vie. C'est un peu méprisant, non? Ah bon, pourquoi? Attendez, moi, je connais beaucoup de gens de 30 ans, parce que ma fille, la plus grande, a 30 ans, et beaucoup de ses amis, ils sont très talentueux dans leurs entreprises, ils savent faire des choses remarquables, il n'y a pas de problème. Il est talentueux, Jordan Bardella? Non, attendez, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de quoi? De gérer un pays de 68 millions de personnes, c'est-à-dire avoir en charge 68 millions de vies. Mais il lui manque quoi, le travail d'avoir exercé en entreprise ou d'avoir fait des études? Non, quand vous écoutez des députés RN, vous savez ce qu'ils vous disent? Eh oh, il a fait des jobs d'été, il a de l'expérience. Encore une fois, vous pouvez très bien avoir de l'expérience pour être dans une entreprise à 30 ans. Les énarques vous énervent en général. Donc lui, il n'est pas énarque. Mais non, donc c'est pas le manque d'études. Et vous voulez que je vous dise une chose qui se frotte à la vie, tiens. Pourquoi il n'est pas candidat aux élections municipales? Qu'il y aille à des élections municipales. Il a la présidentielle déjà. Au suffrage universel, qu'il y aille. Moi, je vais vous dire une chose. Ce que je viens de vous dire là, tout le monde le pense. Mais pardonnez-moi, journaliste comme politique, personne n'ose le dire. Il n'a pas l'expérience nécessaire pour diriger un pays de 68 millions de personnes. Et vous savez pourquoi? Vous avez tout dit. Il est à 35% dans les sondages. Peut-être qu'il va gagner. Alors, il vaut mieux ne rien dire. Ce que je dis là, tout le monde, en dehors de ce plateau et autres, le reconnaît. À 30 ans, clairement, diriger un pays de 68 millions de personnes avec les tensions géopolitiques, avec les enjeux militaires, avec les enjeux économiques, je suis désolé, il vous faut de l'expérience pour cela. Vous dites que Marine Le Pen pense la même chose sans pouvoir le dire. Ah ça, j'en suis absolument convaincu, et c'est d'ailleurs aussi l'un des points. Mais comment vous le savez? Elle vous l'a dit? Écoutez, je ne suis pas du genre à recueillir ses confidences, ni même à lui en faire. Je combats et le LFI de M. Mélenchon, et le Rassemblement national de Mme Le Pen et de Jordan Bardella. Mais attendez, il y a un point qui est intéressant. Tiens, on parle un peu du sérieux des propositions. Oui, il y a The Economist, jeudi dernier, qui a sorti un article, et dans cet article, il était fait état des déclarations de Jordan Bardella. Vous savez ce qu'il dit? Ce qu'il faudra certainement, compte tenu de l'ampleur de la dette française, à un moment donné, trouver un accord avec la Banque Centrale Européenne. Ouais. Si c'est que la Banque Centrale Européenne, la dernière fois qu'elle est intervenue... rachèterait une partie de la dette. Oui, d'accord. À quelles conditions? Un plan d'austérité comme l'a connu la Grèce. En général, quand on demande aux instances internationales... je suis désolé. Il y a une autre façon, en réformant notre pays, en stabilisant la dette, en la faisant reculer, mais pas en allant dire à la BCE, comme il l'entend lui, clairement, c'est de dire, allez, vous nous effacez une partie de la dette et on aura un plan d'austérité. Ça s'appelle quoi, ça? C'est le plan caché de Jordan Bardella? Qu'il s'en explique dans les médias français. Qu'il s'en explique. Ça montre bien un sujet. Vous savez, c'est que vous ne vous improvisez pas candidat à l'élection présidentielle. Ça demande d'avoir connu dans sa vie des échecs, Madame Le Pen en a connu, ça demande aussi, moi j'en ai connu également, et d'avoir de l'expérience ministérielle, de gérer une région notamment de 6 millions d'habitants, c'est pas si simple que ça. Et quand vous voyez aujourd'hui que même des gens qui, quand ils se lèvent le matin, les responsables politiques, ils se disent pas qu'est-ce que je peux faire de mal, on essaye de faire de son mieux. Déjà quand on a de l'expérience, c'est pas simple, mais alors quand on n'a pas d'expérience, je suis désolé de le dire, vous ne pouvez pas réussir. Alors, vous incarnez la ligne très anti-Bardella, on l'entend chez LR. Mais et anti-Mélenchon également. Elle n'est pas très partagée chez vous, chez LR, puisqu'on a vu et on voit ces divisions sur la ligne à adopter vis-à-vis de LR. On sent que la digue, chère à Jacques Chirac, elle tient de moins en moins. En fait, vous êtes tout seul, même, presque. Non, pas du tout. Avec Jean-François Copé, voilà. Oui, alors qui n'est pas votre meilleur ami quand vous êtes deux par le livre. Vous êtes deux. Les choses ont bien changé. Les choses ont bien changé. Non, vous êtes très minoritaire avec Jean-François Copé. Écoutez, il y a aussi Valérie Pécresse, il y a Michel Tabarot, il y a des gens comme Philippe Tabarot. Quand Nicolas Sarkozy, on en parlait tout à l'heure, dit qu'en fait le RN fait partie de l'arc républicain et qui vous a dit que vous étiez de façon anti-RN, de façon trop viscérale. Je cite vos... Voilà, dans une opposition trop viscérale à Bardella et au RN. Vous pensez Vous m'avez bien lu. Oui, vous m'avez bien lu. Ça nous arrive de travailler, vous savez, même journaliste. Vous pensez qu'il ne se met le doigt dans l'œil ou que l'union des droites n'est pas en train de se faire sur le terrain? Non, c'est pas l'union des droites. C'est l'union de la droite avec l'extrême droite. On va appeler un chat un chat. Mais pourquoi? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais certains se disent, waouh, ils sont à 35%, ils vont gagner. Peut-être qu'il y a une place sur le porte-bagages de l'extrême droite. C'est aussi ça le vrai sujet. Soit ils ont peur, soit ils cherchent une place. Mais s'ils viennent chez LR, à des instances de LR, en pensant RN, mais qu'ils aillent au RN. Dans ces cas-là, qu'ils ne se gênent pas. Au moins, ça clarifiera les choses. Et vous voyez, sur la question,
qui fait quoi, qui propose quoi. Moi, en politique, je pense qu'il faut clairement chercher à unir, à rassembler, parce que c'est la seule façon, pas de gagner, mais de pouvoir permettre à notre pays d'avancer, d'engager des réformes, de se moderniser. Jusqu'à attendez, je finis juste là-dessus. De diviser, c'est leur credo. Prenez LFI, la haine des riches. Prenez le Rassemblement national, la peur de l'islam et le rejet des immigrés. Moi, je suis pour un projet pour les classes moyennes, pour rassembler, c'est toute la différence. Et que ceux qui divisent, je suis désolé, je les combats. Et comment on désigne le candidat de la droite à l'élection présidentielle? Alors justement, oui, vous n'aimez pas les sondages. Alors, 17 mois avant, le général de Gaulle, si je ne me trompe pas, ne connaissait pas de ballottage. 17 mois avant, Valéry Giscard d'Estaing a été élu très facilement. Non, mais c'était la vérité. Vous-même, le personnel politique, c'était autre chose avant. Vous connaissez suffisamment la vie politique, vous connaissez suffisamment d'experts de la vie politique depuis longtemps qui pourraient vous confirmer tout cela. Jacques Chirac n'était pas élu, c'était Édouard Balladur. En 2002, c'était Lionel Jospin. Et 17 mois avant, Emmanuel Macron ne devait même pas être testé. Comment on fait? Il vous faut un candidat, il faut qu'il ait le temps de se préparer. On y verra beaucoup plus clair. Dans les sondages? Sur vers qui les Français se tournent. Ne vous inquiétez pas. C'est les sondages qui vont décider. Il ne faut pas faire confiance aux électeurs de la droite. Non, attendez, c'est pas les sondages. Mais les gens vont regarder ce que les différents candidats ont dans le ventre et ont dans la tête. Et est-ce qu'ils ont envie de se battre et pour quel projet? Même faire barrage, et à LFI et au RN, ne suffit pas à se faire élire. Dans ma région, j'ai réussi à faire reculer le Rassemblement national. Pourquoi? Parce que j'ai un projet pour les classes moyennes, pour l'industrie. Je défends dans les compétences qui sont les miennes le retour de l'autorité. Et vous savez, les gens ne sont pas amoureux de moi, je ne suis pas un magicien, mais ils ont décidé de me faire confiance. Vous refusez la primaire. On a compris. Vous dites partout que vous êtes raisonnable. Enfin, vous l'écrivez. Vous dites, faites un éloge de la volonté. On n'a plus il ne faut pas être un peu dingo pour vouloir être président de la République. Okay. 15 secondes. En 10 secondes. J'ai 5 enfants, de 30 ans à 2 ans. Ce que je fais, je me bats pour eux comme pour tous les enfants de France. Je suis persuadé que la politique peut changer les choses, à condition aussi clairement d'avoir envie de se battre pour eux. Merci beaucoup. Merci pour cet effort de concision. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Xavier Bertrand. Rien n'est jamais écrit. C'est donc le titre de votre ouvrage qui est publié chez Robert Laffont. Les Informés de France Info tout de suite et on se retrouve demain.